Bonsoir, Code 243 et ce soir à l'aéroport international de Dallas, nous allons recevoir le président national de l'Union pour la nation congolaise, le président Vital Kamerhe, dont les membres du parti sont venus exceptionnellement du Canada. Bonsoir, monsieur Zombo. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire combien de temps ça vous a pris pour pouvoir... Ça nous a pris jusqu'aujourd'hui 48 heures. Nous avons quitté Montréal vendredi vers l'après-midi. Nous avons fait escale à New York. Hier, nous sommes arrivés ici à Washington. C'est le président national, M. Vital Kamerhe. Et dites-nous, quelles sont les activités, comment va le parti au niveau du Canada? Le parti va très très bien. Nous avons eu une période de restructuration. Maintenant, ça va. Je crois qu'on a décollé. Et je crois qu'à partir du mois prochain, vous aurez des nouvelles du Canada. On aura des nouvelles du Canada. Y a-t-il un message particulier pour ceux qui vont vous suivre, pour ceux des États-Unis et du reste du monde? C'est vrai que nous représentons le Canada, mais nous représentons aussi la diaspora congolaise du Canada, parce que nous sommes quand même des Congolais. Nous allons parler au nom principalement de l'UNC, mais aussi de la diaspora congolaise qui sont dans l'opposition et qui sont sympathisants du UNC Canada. Alors c'est pourquoi nous sommes là et je crois qu'il y a un message particulier. Nous voulons appuyer le président, nous voulons le soutenir, surtout cette période assez difficile que notre pays va traverser, la majorité de changer la constitution. Et nous sommes là pour soutenir le président Kamerhe et aussi l'opposition parce que nous voulons faire barrage à ce changement. Voilà, ils veulent faire barrage à ce changement. Pour ceux qui nous suivent, c'est sur le Code 243. Nous continuons ce reportage. À très bientôt. Bonsoir, Madame Adou. Bonsoir. Cette dame a une particularité. Nous avons été sur le banc de l'université ensemble et nous nous retrouvons pratiquement 20 années plus tard, si pas plus, à Dallas. Comment ça va? Ça va bien. Je vais très bien. Elle vous a même donné mon prénom de naissance. Vous avez fait la route pour venir à Washington. Comment va l'UNC au Canada? L'UNC au Canada va très bien. Nous sommes là, on travaille comme on a toujours travaillé depuis les débuts. Et de plus en plus, on a la conviction, surtout c'est une des raisons pour laquelle on est là, on a la conviction que 2016 va être une année particulière pour l'UNC. Alors on est là, on est venu accueillir notre président. Et voilà, on a fait la route et ça nous a fait beaucoup de bien, une route avec beaucoup de convictions et avec une bonne raison, et de très bonnes raisons à faire. Vraiment bien, et ça marche. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'UNC au Canada ou aux États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben, moi, je vais leur demander simplement d'aller sur le site internet, d'aller vraiment suivre nos activités et surtout suivre tout ce qui fait notre présidence ici et bien lire notre projet de société. Ça va les aider. Ça va beaucoup les aider à prendre une décision. Merci Madame Adeline. J'aimerais que vous puissiez également souhaiter à tous les Canadiens de la diaspora et également ceux du parti une bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Merci. Canada. On est là pour Vital Kamerhe, le président de l'UNC, Union nationale pour les Congolais. Voilà. Monsieur le Président national, ça veut dire au nom de la grande famille de l'UNC, nous vous souhaitons la bienvenue en ce monde ici et que Dieu bénisse votre vie. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour l'accueil. Pour les accueils de vous, pour venir défendre le pays. Malheureusement à l'étranger, on aurait pu le faire chez nous. Mais à cause de l'absence de leadership visionnaire rassemblé dans notre pays, on est très convoqué à l'étranger. Donc les Africains peuvent même créer des conditions pour s'entendre et faire avancer l'Afrique. Mais à cause de cela, nous remercions le président Obama des aides qu'il nous a invités pour le compte du président Obama.
reconnaître que l'opposition et la société civile peuvent aussi contribuer à l'édification d'une Afrique forte. Je crois qu'il a vu juste. C'était jusque-là, c'est ça sur le gauche. Aujourd'hui, on est associés à cette question. Nous allons essayer d'être le plus constructif possible. L'Olympe comme promesse, la terre comme avenir. L'Olympe comme prouesse, la terre comme devenir. C'est possible de point something? Oui. My name is Dave Peterson. I'm the director of the Africa program here at the National Endowment for Democracy. It's really my great pleasure to welcome all of you here this afternoon to what we hope will be a very exciting and constructive discussion. Both Congos have been important countries for the endowment for many, many years. We've supported a number of NGOs, a number of initiatives for human rights, for accountability in both countries. The Democratic Republic of Congo in particular has been a net priority. In fact, it is the #1 priority for us in Africa. As many of you know, some of you even participated in a meeting that we had earlier this year on the Congo, on the Democratic Republic of Congo, which I think was quite an extraordinary event. We had Abe Malumalu and representatives of political parties and civil society all there debating the future of DRC, the political process. And so today, this meeting, I think, is in some respects following up that meeting that we held. We have a very rich pool of panelists, and each and every one of you has received a copy of the agenda and their very rich bios. So, in the interest of time, there will be no need for me to go through the bios. Nous avons aujourd'hui une situation qui s'améliore progressivement. Nous avons eu une guerre, nous sommes en train d'en sortir. Nous avons décidé, en dépit du fait que maintenant nous sommes en train de désarmer les groupes résiduels qui déstabilisaient la situation, de relancer la reconstruction avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Il y a une stabilité du cadre macroéconomique. La plupart des partenaires internationaux reconnaissent cela. Nous avons lancé un accroissement substantiel des investissements sociaux, gratuité de l'enseignement fondamental. Nous avons doublé le taux de scolarisation dans le primaire. Nous avons construit 400 écoles depuis septembre dernier pour un montant de 60 millions de dollars. Nous avons relancé l'agro-industrie. Au plan politique, toutes nos institutions fonctionnent. Les Congolais jouissent de leurs droits démocratiques. On atteste la marche que l'opposition a organisée aujourd'hui à Kinshasa, qui n'a été interdite par personne, ils se sont exprimés. Et je mentirais cependant si je vous dis que la RDC est devenue un paradis. Mais celui qui affirmera que ce pays est resté un enfer ne dirait pas la vérité non plus. Il faut donc que soit pris en compte le point de départ qui doit être superposé à la situation présente
pour avoir une évaluation objective. Et quand on juxtapose le point de départ et la situation d'aujourd'hui, on est forcé à se rendre à l'évidence qu'il y a une évolution ascendante. C'est pourquoi je voudrais questionner, au nom du gouvernement, au nom de notre majorité, le pessimisme que l'on voudrait poser ici comme postulat aux réflexions de notre ordre du jour. C'est comme si on tenait à offrir des béquilles à une personne qui n'a aucun problème à se tenir debout. En 2005, la majorité au pouvoir a fait campagne pour l'adoption de la Constitution par le peuple congolais en référendum. Ce n'est pas pour ne pas la respecter. Une révision est certes projetée, nous avons dit en quoi elle consiste. Nos collègues de l'opposition radicale estiment que ce serait une violation de la Constitution. Nous pensons que cela n'est pas vrai, parce que la Constitution elle-même prévoit qu'elle peut être révisée. Alors, la criminalisation de toute révision ne doit pas être acceptée, parce qu'un texte constitutionnel, à notre avis, est toujours le reflet d'une situation ou de circonstances qui évoluent. Et la Constitution de 2006, qui a stipulé à l'article 218 la possibilité de réviser celle-ci, le dit bien, même si elle fixe quelques limites à l'article 220. Donc, dans l'ordre juridique de la RDC, la révision de la Constitution est la règle et la non-révision des matières prévues à l'article 220, une exception. Et nous estimons, pour répondre à une des questions soulevées dans les termes de référence, une révision est justifiée dès lors qu'elle se destine à faire rimer démocratie, facilitation institutionnelle et stabilité dans le pays, et dès lors qu'elle respecte les mécanismes prévus pour sa révision. Dans les termes de référence de ce forum, on trouve aussi une mise en garde contre ce que les auteurs des TDR ont appelé les révisions constitutionnelles répétitives. Ce concept me met mal à l'aise parce qu'il ne répond à aucune norme constitutionnelle. Parce que même en le considérant du point de vue du bon sens, la question est de savoir qui est chargé de définir ce caractère répétitif. Est-ce qu'il y a un calendrier universel à cet égard? Est-ce que la France, qui a révisé 8 fois sa constitution au cours des 9 dernières années, a procédé à des révisions répétitives? Et je voudrais aussi dire un mot sur un principe selon lequel on ne change pas les règles d'un jeu en plein match. Un principe que mes collègues de l'opposition ici présents convoquent souvent dans le débat sur la révision constitutionnelle. Le match électoral pour nous, pour l'élection présidentielle qui nous préoccupe, commence avec la convocation des électeurs par la CENI. Il se termine avec la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Et l'argument selon lequel une révision qui est initiée plus de 2 ans avant la convocation du scrutin présidentiel de 2016, convocation fixée par l'article 102 de la loi électorale 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, qu'une telle révision serait faite in tempore suspecto est dénuée de fondement à mon point de vue. Au sujet des élections, les échéances de 2006 et 2011 nous ont montré à quel point le coût des élections peut être prohibitif pour un pays comme le nôtre, un pays post-conflit dont la reconstruction réclame aussi ses droits. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement et notre majorité ont proposé la réduction du nombre des scrutins recourant au suffrage universel direct. D'où l'idée d'une élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Croire que nous pouvons nous payer 4 élections directes dans une seule législature, locale, provinciale, législative nationale et présidentielle, c'est chercher à nous suicider financièrement. En la matière, je voudrais dire qu'il n'y a pas qu'à vouloir. Encore faut-il pouvoir. Et on nous rétorque qu'on peut toujours recourir à la solidarité internationale. Je dis que notre politique est celle de réduire autant que possible la soumission d'un exercice de souveraineté par excellence que sont les élections à la charité internationale. Cette option n'est du reste pas en contradiction avec les principes démocratiques. Elle se justifie aussi par notre réalisme, parce que comme gouvernement,
nous avons été en but à des promesses non tenues de nos partenaires de la communauté internationale, aussi bien en 2006 qu'en 2011. On nous accuse aussi de vagues soupçons d'une prétendue volonté de violer la Constitution. Nous estimons que ce n'est qu'un procès d'intention de la part de nos compatriotes qui donnent l'impression de chercher à noyer nos efforts de normalisation et de reconstruction dans des controverses qui sont aujourd'hui sans objet. Le président Joseph Kabila, qui est encore à mi-mandat, n'a dit aucun mot sur la prochaine élection présidentielle dont on attend la convocation dans plus de 2 ans. Mais nos collègues de l'opposition voudraient nous détourner de la réalisation de notre programme de reconstruction nationale et faire monter la question des candidatures d'une élection qui aura lieu dans 2 ans à la tête de l'agenda dès aujourd'hui. C'est peut-être de bonne guerre pour nos collègues, mais ce n'est pas l'intérêt des Congolais. L'intérêt des Congolais, c'est la reconstruction du Congo, c'est l'insécurité, c'est le développement, c'est l'accomplissement par le président de la République et sa majorité de leurs engagements lors de l'élection de 2011. Et je voudrais dire ici que la volonté de notre président de respecter la Constitution n'a jamais été prise à défaut. Et nous refusons, comme gouvernement, comme majorité, de nous abîmer dans une polémique hors du temps, qui n'est qu'une spéculation sur des évidences. Avant de terminer, je voudrais partager avec vous une courte réflexion d'intellectuel sur le concept de l'alternance. À écouter certains d'entre nous, pour être démocratique, une élection doit aboutir à un changement de personne ou de majorité à la tête du pays. C'est une posture purement idéologique. Et elle malmène le principe démocratique élémentaire, car le peuple souverain peut, s'il le veut, reconduire ou non une majorité sortante. C'est ça la démocratie. À ce sujet, il faut que nous résistions tous à la tentation d'importer des schémas institutionnels prêts à porter dans un pays. Il faut que nous fassions l'effort de toujours prendre en compte la corrélation qui existe entre un système politique et son environnement socio-culturel. La méconnaissance de cette corrélation a déjà fait de nombreuses victimes en Afrique. Souvenons-nous de la Libye, regardons la Somalie, regardons encore plus près de nous le Sud-Soudan. Et en sont quelques exemples. En conclusion, je voudrais nous inviter à dépassionner, à désidéologiser le débat autour de la Constitution et des élections. Il faut laisser les Congolais faire eux-mêmes des choix rationnels pour consolider la démocratie dans leur pays sans sacrifier la paix, la stabilité et l'unité nationale. Et le fait, par exemple, que mes frères de l'opposition que je salue ici, qui ont des idées valables à ce sujet, se soient abstenus de participer aux concertations entre Congolais que le président de la République a convoquées en novembre à Kinshasa, préfèrent ne venir en parler que dans un forum à Washington DC, ce n'est pas de bon augure. C'est à nous, c'est à eux que je m'adresse, à nous, classe politique congolaise, et à nous seulement, qu'il appartient d'offrir à notre pays un cadre institutionnel idoine pour des élections crédibles. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer et de remercier le président Barack Obama, son administration et l'ensemble du peuple américain pour l'intérêt qu'il manifeste, une fois de plus, à l'égard des pays et des peuples d'Afrique. En nous invitant à ce sommet États-Unis-Afrique, non seulement des chefs d'État africains y sont conviés, mais également des représentants de la société civile ainsi que les leaders de l'opposition, par l'invitation que Ned nous a lancée individuellement pour organiser cette table ronde. Cette table ronde va aborder, tel que nous l'avons noté dans l'ordre du jour, des questions très sensibles. Des questions qui touchent aux élections, des questions qui touchent au respect de la Constitution. Nous disons que c'est regrettable
et j'emboîte les portes au ministre Mende, que c'est regrettable que nous nous réunissions chaque fois quand l'extérieur le demande, que les leaders congolais se réveillent chaque fois quand l'extérieur tonne. Puisque celui qui a gagné les élections selon le pasteur Limula, c'est Joseph Kabila. Aucune fois, le président Kabila n'a convoqué ou n'a voulu rencontrer le président Tshisekedi, ni M. Vital Kamerhe, ou d'autres leaders de l'opposition, de façon respectueuse pour parler, tirer les conséquences des mauvaises élections du 28 novembre 2011 et baliser l'avenir, et que l'opposition ait dit non. Les concertations nationales qui ont été convoquées étaient en violation de la résolution 2098 qui avait été adoptée par notre propre gouvernement au Conseil de sécurité, qui instituait une médiation et les beaux offices à travers l'envoyé, le représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies, M. Martin Kobler. Mais il n'était pas question pour nous de l'opposition d'aller participer à un congrès de la majorité présidentielle. Nous avions dit à nos amis de la majorité d'économiser un peu l'argent de l'État. La Constitution en République démocratique du Congo a été malmenée dès les années 1960. La loi fondamentale s'est suivie des rébellions. Et puis finalement, nous avons eu la Constitution de 1964 qui avait mis tout le monde d'accord, de Luabourg, mais qui a été vite balayée par les coups d'État du maréchal Mobutu et qui a instauré un régime sans partage pendant 32 ans. Finalement, lui-même a été bouté dehors par la rébellion de Laurent Désiré Kabila aidé par les Rwanda et l'Ouganda. Ce dernier, qui avait suscité beaucoup d'espoir et tout le monde pensait qu'il allait instaurer la vraie démocratie, il a commencé d'abord par suspendre toutes les activités des partis politiques. Une reculade. Et puis finalement, de sa seule volonté, un décret-loi du président de la République a mis de côté la Constitution de la République. Nous avons finalement été à Sun City pour conclure un accord de paix qu'on appelait accord global et inclusif, qui a été signé le 17 décembre 2002, pas seulement par les belligérants, mais aussi par l'opposition non armée représentée par M. Tshisekedi à l'époque et d'autres leaders de l'opposition, et la société civile. Cette constitution que nous avions élaborée à la suite de cet accord a apporté quelques modifications. Je suis mieux placé pour le dire. La constitution qui était en vigueur prévoyait que pour être candidat président de la République, il fallait avoir 40 ans. Il fallait modifier, au nom de la réconciliation, cet article pour permettre à Joseph Kabila de se présenter. En 2006, nous avons fait des élections effectivement qui ont donné lieu aux institutions de la Troisième République. J'ai eu l'honneur de diriger pendant 2 ans et 3 mois à l'Assemblée nationale. Et puis finalement, à la fin de la mandature, pendant que nous étions tous distraits et personne ne s'y attendait, en 48 heures, si je dois noter que mon estimé collègue ex-président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochard, avait prévu à l'ordre du jour de la session extraordinaire qui avait été convoquée à ce sujet, la question de la division constitutionnelle, tel ne fut pas le cas du Sénat. Puisque la Constitution, la loi, chez nous dit que la session extraordinaire doit prévoir clairement dans la décision qui la convoque que toutes les matières seront débattues. Mais gouvernance par défi, on a examiné la question et on a révisé la Constitution, encore une fois, pas pour avoir un système de santé meilleur, pas pour avoir un plus grand accès à l'éducation pour nos enfants, pas pour le social, mais pour supprimer le deuxième tour et mettre ainsi le président Kabila en position de mieux malmener les urnes et être proclamé président. Et l'argument est vite trouvé, l'opposition était divisée, voilà, Kabila a gagné. Pourquoi on n'a pas laissé le détour? Mais on n'a pas seulement touché à cela, on a touché aussi, et les gens étaient distraits, à l'article qui porte aussi l'indépendance de la justice. On en a profité pour prendre le parquet et le mettre sous une forme de tutelle de l'exécutif. Nous sommes déjà à la 3e révision constitutionnelle. Maintenant, nous organisons les élections qui engendrent une crise de légitimité.
pendant que nous attendions que nous puissions parler en grand responsable, et là, je donne raison à M. Lambert Mende, il ne faut pas attendre l'extérieur. M. Lambert Mende, c'est lui qui porte la casquette de leader numéro 1 du Congo sur le plan officiel. C'est lui qui a été investi par la Cour suprême de la justice. C'est Joseph Kabila, même si nous les contestons. Mais c'est à lui qui va prendre les devants de la scène. Et ici, je m'adresse à tous les présidents africains. C'est une honte pour l'Afrique qu'on appelle chaque fois nos présidents à l'étranger pour leur dire ce qu'ils sont censés faire. Comment un pays comme le Congo, notre pays, deuxième forêt du monde avec 280 millions d'hectares, nous pouvons donc résoudre le problème du réchauffement climatique. Nous sommes la troisième réserve d'eau du monde, après le Canada et la Chine. Nous sommes les champions de l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Nous sommes un scandale géologique, on l'a dit. Ici aux États-Unis d'Amérique, on a mis des études qui ont démontré que 10 minéraux du Congo représentent 24 000 milliards de dollars. Donc nous sommes plus riches potentiellement que les États-Unis et l'Europe occidentale réunis. Mais nous sommes un pays béni. Mais qu'est-ce qui manque? Le grand problème, justement, c'est ce leadership et cet état de droit. Vous n'avez rien fait contrairement à ce que vous avez dit, parce que je suis mieux placé, encore une fois, pour vous rappeler qu'à l'Assemblée nationale, j'ai eu le privilège de recevoir le ministre de l'époque, Pierre Lumbi, qui était des travaux publics. Il a présenté un tableau. Évariste Bochab était encore député et secrétaire général du PPRD. Il nous a présenté un tableau très reluisant pour dire que les Chinois vont nous construire 2000 km de rails, ils vont les réhabiliter tout au moins. Ils vont nous construire 4250 km de routes asphaltées, 150 écoles, 150 hôpitaux, 5 universités. Mais si nous allons domaine par domaine, nous allons démontrer que rien n'a été fait. Parce que le train continue à tuer. À Kamina, notre fleuve n'est pas toujours navigable. On a fait quelques routes à Kinshasa. Nous savions ce qui a été fait à Kinshasa. Mais hélas, pour rencontrer la majorité du peuple congolais, ils vivent à 75% dans les milliers de l'eau. On peut s'interroger ce qu'on a fait à Lodja, ce qu'on a fait à Mweka, ce qu'on a fait dans les villages de chacun de nous ici. Nous dirons zéro. Donc nous devons nous regarder. Comment expliquer et dire à haute voix ici que la question de la sécurité est résolue? Quand les sites les mieux gardés de la République, c'est-à-dire la présidence de la République, l'état-major général, la station de la radio et de la télévision, très névralgique, l'aéroport international d'Indili dans la capitale, l'aéroport de la Luando à Lubumbashi, deuxième ville du Congo, que cela soit occupé par des hommes en armes blanches, pas une seule fois, plusieurs fois. Il y a un problème très sérieux. Comment expliquer que nous ayons un problème de sécurité au moment où on continue d'assassiner? La question des révisions constitutionnelles, monsieur le modérateur, dans notre pays, il a été démontré que cela a été fait toujours dans le but de rencontrer les ententes de l'individu, c'est-à-dire conserver le pouvoir et s'y maintenir. Et nous sommes en train de dire ici, le président Kabila a 43 ans, en bonne santé, Dieu lui prête vie, et si on doit faire ce que M. Évariste Bochab va demander, c'est-à-dire réviser la Constitution, c'est la respecter, faire sauter tous les verrous, ce que M. King a dit, c'est-à-dire Kabila désire. Heureusement pour le ministre de l'Information, il a dit qu'en 2016, il y aura passation civilisée de pouvoir. Il y a cette cacophonie communicationnelle qui ne nous met pas à l'aise. Voilà, monsieur le ministre, pourquoi nous disons qu'il y a cette volonté de vouloir changer la Constitution. Comment voulez-vous que nous puissions accepter que vous changiez les règles de Niger maintenant, alors que nous avons été aux élections en 2006 avec les mêmes règles, nous avons été aux élections en 2011 avec les mêmes règles, ce n'est pas nous qui avons supprimé le deuxième tour, c'est vous. Et vous nous dites que désormais, les citoyens congolais ne vont plus choisir eux-mêmes directement leurs députés provinciaux, ça sera indirect, mais vous le savez très bien, monsieur le professeur, monsieur le ministre, ceci viole la linéade de l'article 220 de la Constitution, c'est-à-dire qu'aucune révision ne peut être faite dans le but de réduire les droits des citoyens congolais. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'argent, et vous venez de le répéter, qu'il n'y a pas d'argent. Mais nous avons suivi le ministre de l'Intérieur, qui a une casquette officielle, qui a dit qu'on va faire le référendum. Nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale, qui a une casquette officielle,
qui a dit qu'on va faire référendum, et il a ajouté un élément très fort et très grave. Pour conserver le pouvoir, par tous les moyens, a-t-il ajouté. Nous avons suivi le secrétaire général du PPRD, M. Evariste Bocham, qui a dit que réviser la Constitution, c'est la respecter. Alors comment vous pouvez dire devant tout le monde ici que vous ne voulez pas réviser? Dites-nous que Kabila ne devait pas réviser, mais vous lui demandez de réviser. Alors nous allons nous mettre d'accord, parce que nous entendons, nous voyons. Et donc, nous ne sommes pas en train de vous donner des béquilles, nous savons bien que vous vous tenez debout. Vous savez ce que vous voulez la révision constitutionnelle. Qu'est-ce que nous proposons, nous, de l'opposition? Parce qu'il ne faut pas seulement critiquer. Nous avons dit au niveau de l'opposition, et nous l'avions fait à Kinshasa, dommage que c'est été encore à la demande de M. Martin Kobler, c'est-à-dire toujours l'étranger qui vient nous mettre ensemble, parce que une formule raccourcie. Nous avons dit, si nous nous mettons d'accord sur un minimum de principes, nous pouvons avoir des élections crédibles dans notre pays. Un, comme M. Lambert Mende vient de le dire, est-ce que nous pouvons partir de Washington en disant tous, nous sommes prêts à respecter la Constitution? Et vous notez, nous disons oui. Deux, est-ce qu'on peut partir de Washington en disant que tous nous acceptons que le référendum c'est une élection qui coûte autant que les élections provinciales, que cet argent soit plutôt donné à la CENI pour organiser les élections avec le mode de scrutin qui existe et qu'on change dans cette règle rédigée? Nous allons être d'accord. Est-ce que nous pouvons partir de Washington en disant qu'ils ont tous œuvré pour que la CENI soit réellement indépendante et que personne ne dicte la loi à la CENI? Pourquoi nous le disons, M. Lambert Mende? Nous le disons parce que quand le président Kabila parlait le 23 octobre 2013, il a dit on va commencer par les élections locales et on va voir au niveau du Parlement la possibilité d'assouplir les élections pour modifier les règles du jeu. Et comme par hasard, 3 mois après, le 31 janvier 2014, M. Labé Malouma reprend ça dans sa feuille de route. Nous considérons que la CENI a ce moment devenu caisse de résonance du pouvoir. Nous proposons aussi que nous puissions être accompagnés, pourquoi pas, parce que c'est l'arbitre net, pas la communauté internationale. Ça ne nous dérange pas, ça ne vous dérange pas. Parce que nous avons vu que quand ils vous appellent, vous venez. Mais quand nous vous disons que nous devons nous rencontrer, vous refusez. Et nous demandons donc, pour nous, à ce qui nous concerne, mes collègues, je ne vais pas tout épuiser, j'ai un texte très long où j'ai repris tous les éléments pour quiconque veut savoir ce que nous pensons de votre opposition. Il ira, ce que nous avons dit là-bas, mais il n'est pas question d'aller aux élections avec une CENI qui est aux ordres du pouvoir en place. Il n'est pas question, à ce qui nous concerne, de nous amener dans un référendum qui est un gaspillage de plus. Cet argent, mettons-nous d'accord pour le donner à la CENI, pour que la CENI nous organise de bonnes élections. Il n'est pas question de venir nous dire ici à Washington que vous avez bien géré le pays, quand des révélations troublantes sont faites à partir d'ici, et nous voulons que le gouvernement de la République hausse le ton. Puisque si c'est faux, quand on nous parle de milliards de dollars qui appartiendraient à nos dirigeants, ça choque, puisque cela vient après les rapports de Kofi Annan, qui a montré que nous avons perdu 1,350 milliard de dollars. Cela vient après le dossier de First Quantum. Et le Evariste Bocham sait très bien, je m'étais opposé. J'avais dit que la République va perdre de l'argent. Quand des manœuvres ont été faites pour retirer le papier First Quantum, la conséquence c'est quoi? Ils ont investi 450 millions de dollars, mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement congolais a payé à First Quantum 1,250 milliard de dollars américains. Quel gâchis! Donc je peux étaler ici tout ce qui concerne la mauvaise gouvernance, mais comme je vous ai dit tout à l'heure en vous embrassant, nous sommes à l'étranger, je ne vais pas vous malmener, je ne vais pas ici présenter toute notre saleté. Dans les couloirs, nous allons parler, mais je voudrais que nous partions, comme vous l'avez souhaité, que nous ne disions pas tout devant tout le monde ici, que nous parlions entre nous. Evariste Bocham est là, vous êtes là, Chadar est là, on peut revoir un huis clos comme on l'avait fait autrefois. Je crois Evariste Bocham se rappelle, à Lusaka on était bloqué. On avait fait une proposition, on dit bon, les Congolais retirons-nous dans une salle. Ahmeda était là. Et Mende était là, il était là effectivement. Nous nous sommes retirés, alors qu'on a échoué pendant une année. Mende se rappelle, en 2 heures de temps, on a débloqué la situation. Est-ce que vous êtes habité encore par cet état d'esprit de voir d'abord le peuple congolais et pas le président Kabila? D'abord le peuple. Le peuple congolais, puisque le président Kabila passera. Kamere passera, Tshisekedi passera, Mende passera, mais le peuple, lui, il restera. Quelle histoire nous allons laisser derrière nous?
Pour terminer, monsieur le modérateur, parce que je viens de faire 3 minutes, je voudrais dire et rassurer nos amis de la majorité présidentielle qu'au niveau de l'opposition, nous avons dit qu'il existe une vie après la présidence de la République. Et que nous, même si le porte-parole du gouvernement avait déjà répondu, à 2 reprises, des réponses contradictoires, quand j'avais fait la proposition de loi portant statut d'ancien président de la République, il a dit qui a donné à Kamere ce pouvoir-là, il y a déjà le privilège d'être sénateur à vie. Nous disons le président Kabila peut entrer dans l'histoire, comme le président Kappa, comme le président Thierry Lix, comme le président Obasanjo, comme le président Beki. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que la RDC donne l'exemple à l'Afrique centrale, comme le président Boni Yahi vient d'emboîter le pas à ses pairs de l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, et je vous remercie. En exclusivité, ce soir, nous avons son Excellence M. Lambert Mende, qui est le ministre chargé de l'information et de la communication du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il vient de participer, comme l'un des orateurs principaux, à une réunion qui est organisée par le National Endowment for Democracy. C'est M. Lambert Mende, bonsoir. Bonsoir. Rapidement, quelles sont vos avis et impressions après cette rencontre et quelle est l'importance de cette discussion qui est sur Le premier intérêt pour moi, c'est qu'on ait pu parler entre les membres de la majorité de la RDC et ceux de l'opposition. Je pense que de telles occasions devraient se multiplier à venir. Code 243 reçoit en privilège ce soir le président national de l'Union pour la nation congolaise, M. Vital Kamerhe. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Marie. Vous avez été l'un des principaux orateurs ce soir à cette rencontre organisée par le National Endowment for Democracy. Oui, c'était une rencontre importante parce que ça prouve encore une fois de plus que le leadership qui devait être exercé par les gens qui dirigent la vie démocratique, ça n'avait pas été. Voilà pourquoi nous nous transportons outre-Atlantique pour qu'on ne raconte pas des petits-enfants ce que nous devrions faire nous-mêmes. Nous avons demandé à plusieurs reprises au président d'appliquer seulement l'accord Canadi et la résolution 2098 pour qu'ensemble, majorité opposition société civile, nous puissions parler du bonheur du peuple congolais. Pour qu'ensemble nous puissions dire nous avions organisé de mauvaises élections le 28 novembre 2011, tirons-en les conséquences pour que nous organisions les étapes à venir jusqu'en 2016, finalement des bonnes élections qui vont répondre aux aspirations du peuple congolais. Ça, ce n'est pas trop compliqué. L'Afrique, c'est un continent qui a beaucoup de contrastes. Au Togo, le président Yassine, avec son gouvernement, il se promonte pour demander le dialogue. L'opposition lui dit c'est trop tard, nous ne voulons plus de dialogue. À Kinshasa, l'opposition et la société civile disent les questions sont tellement importantes, il faut qu'on en parle. Il faut partager des cartes. Voilà pourquoi nous avons fait des concertations. Aujourd'hui, nous avons démontré, par exemple, que tout ce que le ministre de la communication a dit, il a voulu emballer tout le monde ici, on a développé le pays, la sécurité est revenue, du revers de la main, on a balayé tous ces arguments parce que moi je lui ai pris tout simplement un document, le contrat chinois. Monsieur le ministre, il était prévu qu'on construise 2000 km de rails. Il n'y en a pas, les rails continuent à tuer à Cameroun. Il était question qu'on construise 250 km de routes asphaltées. On n'en a pas fait plus de 300 km. Non, il était question qu'on construise 150 km. 150 plutôt, ça n'a pas été fait. 5 universités, ça n'a pas été fait. Je n'ai pas énuméré tous ceux qui ont produit. Donc, bref, du côté de la reconstruction du pays, il n'y a rien de capable qui a été fait dans la guerre. À part quelques réalisations de prestige dans la ville. Ça ne sert pas les communs de Nous avons dit aussi que l'insécurité continue à être sur le plan. On ne peut pas ici venir dire qu'on maîtrise la question de sécurité au moment où les gens sans armes
a fait, rien qu'avec les armes blanches, pénètre à 3 reprises dans la résidence du président de la République, prennent le contrôle de la radio-télévision nationale, l'aéroport d'Indy, l'aéroport de la Loi-Nord, et vous dites que la sécurité va très bien dans le pays. Nous sommes un pays où finalement toutes les commissions d'enquête qui ont été initiées n'ont pas donné de résultats. Nous attendons toujours qu'il y a ce qu'on dira des assassinats des Mandela, tous ceux qui sont morts, et qu'on nous dise comment on en est arrivé à blanchir ici Tambo Fort. Est-ce que la haute cour s'est réunie? Ce sont les experts de la MONUSCO, des Nations Unies qui se sont trompés, ou le pouvoir est laxiste. Et donc nous avons montré que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des révisions constitutionnelles pour installer le président Kabila. 43 ans aujourd'hui, si Dieu lui prête de vie, avec ce que Bochar voudrait faire, parce que Bochar désormais nous a dit à nous tous que réviser la constitution c'est aussi la respecter. Et c'est que si Kabila doit avoir la longévité de Mugabe, donc l'alternance sera bien vers 2065. Nous ne serons plus là. Et donc, nous serons dans une espèce de monarchie qui va détruire finalement les espoirs de tout un peuple. Nous avons dit aussi que le référendum, c'est une élection à part entière qui exige de l'argent. Au lieu de nous distraire avec les référendums pour savoir si on doit garder le mot de scrutin direct ou égal pour les députés professionnels, mettez cet argent pour l'élection des députés pour que chaque Congolais puisse garder son droit de se choisir librement son député provincial. Puisque faire le contraire, prévoir cet article 197 dont on touche à l'article 220, dans son deuxième alinéa qui interdit toute révision constitutionnelle qui aurait pour effet de diminuer les droits des citoyens. Et donc, le fait, c'est une violation, c'est là une haute trahison. Nous avons démontré au professeur Évariste Bochar que la science qu'il enseigne à l'université, il devait commencer d'abord par l'appliquer lui-même. Et que ce que nous avons entendu et ce que nous avons retenu, de l'aveu de Mende lui-même et de Bochar et de Ramazan Chirali, Kabila n'a pas demandé de réviser la Constitution. C'est eux qui demandent à Kabila de réviser la Constitution. Ce sont de mauvais conseillers. Ils doivent tous se déporter et comprendre que le peuple. Donc nous allons nous y opposer. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter les Quinois et Quinois qui ont répondu nombreux au meeting de l'opposition. Un lundi, jour ouvrable, et dans une ville de terreur, puisque tout le monde avait peur, de remplir toute la place d'Île Saint-Michel. J'ai entendu même ici rire quand on a dit qu'on a fait une mais heureusement que la télévision, c'est pas la radio. Les gens ont vu déjà les images ici la toile. Et je félicite le secrétaire général Emonda, le secrétaire général Mafou, et les amis de Sénéca et les tous ceux qui ont des leurs ou des frères participé à cette grande réussite, les Sénéca et tout le monde. C'est en étant ensemble qu'on a fait aujourd'hui que nous allons effectivement changer de choses et que nous allons imprimer un rythme pour le nouveau. Voilà, nous vous remercions et vous souhaitons un futur séjour à Washington. Merci beaucoup.